Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Chaque année, à la date du 20 mars, est célébrée la Journée internationale de la francophonie. Dans le cadre de cette célébration, une quinzaine de la francophonie a été lancée au Bénin. Plus d'épidémie de fièvre hémorragique Lassa au Bénin. L'information a été donnée par le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse en fin de semaine écoulée. Et puis Vladimir Poutine a été réélu pour un 4e mandat à la tête de la Russie, fort d'un score aux allures de raz-de-marée, toutefois marqué par les accusations de fraude de l'opposition. Bienvenue dans ce journal. Alassane Seydou, ministre de la Santé du Bénin, était en fin de semaine écoulée devant les journalistes pour porter une bonne nouvelle à la connaissance des populations. La fin de l'épidémie de fièvre hémorragique Lassa du 8 au 25 janvier 2018. En effet, 5 cas de la terrible fièvre hémorragique proche par ses symptômes et sa morbidité du virus Ebola ont été détectés au Bénin. Aucun des patients n'a survécu après l'observance d'une période réglementaire de 42 jours. Le Bénin peut estimer être débarrassé de la maladie. Écoutons Alassane Seydou au micro d'Antoinette Sagbo et d'Ami Pedro. Le Bénin, notre pays, vient de connaître sa 4e épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa depuis 2014. Cette épidémie s'est déclarée dans la commune de Boukoumbe, département de l'Atakora. Cette épidémie faisait suite à l'enregistrement des signes compatibles à la définition de cas de fièvre hémorragique à virus Lassa chez un patient de nationalité béninoise âgé de 35 ans, venu du village Nadoba au Togo, localité frontalière à la commune de Boukoumbe au Bénin. Du 8 janvier 2018, date du premier cas présumé index, au 25 janvier 2018, date du décès du dernier cas confirmé, 5 cas confirmés, tous décédés ont été enregistrés. Le nombre total de personnes ayant eu contact avec les malades enregistrés et suivis pendant toute l'épidémie est de 407. Aucune d'elles n'a développé des symptômes répondant à la définition de cas suspects de fièvre hémorragique virale. La surveillance pendant 42 jours après le dernier cas confirmé enregistré le 25 janvier 2018 n'a révélé aucun nouveau cas confirmé de fièvre Lassa. Conformément au règlement sanitaire international qui recommande l'observance d'une période de 21 jours x 2 sans enregistrement de cas, je déclare à ce jour la fin de l'épidémie de la fièvre de Lassa dans les départements de l'Alibori, l'Atakora, le Borgou et les collines. Le Bénin reste en effet, comme tous les autres pays du monde, sous la menace des cas d'importation d'autres fièvres hémorragiques. J'invite toute la population béninoise à pratiquer toutes les mesures d'hygiène élémentaires, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, et à éviter de toucher ou de consommer les animaux sauvages. Pour le personnel de santé, l'observance des mesures universelles de la prévention et du contrôle des infections est recommandée. La journée internationale de la francophonie sera célébrée demain 20 mars. Pour marquer l'édition de cette année, une quinzaine de la francophonie a été lancée en présence des cadres de l'Organisation internationale de la francophonie, quelques membres du gouvernement et des représentants des corps diplomatiques et consulaires. C'est un reportage de Laurent Toninkès et Denis Maroya. En prélude à la journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année, la quinzaine de la francophonie a été officiellement lancée ce jeudi à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Représentants des corps consulaires et diplomatiques, représentants d'organisations internationales, de l'Organisation internationale de la francophonie, cadres à divers niveaux et représentants du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Cette cérémonie de retrouvailles, à quelques jours du 20 mars, date retenue pour la Journée internationale de la francophonie, est une tradition
et nous en sommes à notre 11e édition. Merci aux membres du comité préparatoire, surtout ceux qui sont restés dans l'ombre, mais qui ont été très efficaces. Adolphe Bachavi, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, a également remercié les organisations internationales, les représentations diplomatiques et les personnalités qui ont accompagné cet événement. Au cours de cette cérémonie, un message de Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a été présenté. Elle appelle les francophones à saisir l'occasion de cette journée pour réaffirmer avec vigueur et détermination leur volonté d'agir toujours plus et toujours mieux, ensemble au nom de l'idéal qui nous unit. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, perçoit cette journée internationale de la francophonie comme un devoir de mémoire et un moment de bilan. Comme un devoir de mémoire, la journée internationale de la francophonie est un moment de retrouvailles et de réflexion qui nous permet de renouveler notre attachement aux valeurs humanistes chères à la grande famille francophone du monde. Ce sont ces valeurs qui font de notre espace, l'espace francophone, un lieu de convergence, de promotion de la paix, des droits de l'homme et de la liberté, un cadre de mutualisation des pratiques économiques pour faire face aux grands enjeux et défis du développement durable. Cette célébration constitue également un moment de bilan de la coopération entre nos pays et l'Organisation internationale de la francophonie. Il a par ailleurs rappelé les domaines dans lesquels la francophonie intervient au Bénin et les nombreuses actions prévues dans le programme d'action du gouvernement qui cadre avec les objectifs de l'OIF. Pour cette quinzaine de la francophonie, 18 manifestations scientifiques, culturelles, sportives et des activités de promotion de l'excellence et de la langue française sont prévues. Ces manifestations se dérouleront dans plusieurs villes du Bénin, dont Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Abomey-Calavi. Le gouvernement béninois, par le biais de l'Agence nationale de promotion du tourisme ANPT et la Smithsonian Institution, s'engage pour la promotion de la culture béninoise à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Un accord conclu en ce sens entre les deux parties devrait permettre de mettre le Bénin à l'honneur d'un festival qui se déroulera de fin juin à début juillet 2018. À cette occasion seront célébrées la vie folklorique, les traditions ainsi que le patrimoine culturel immatériel du Bénin. Une opportunité inespérée pour relancer la promotion de la destination Bénin en termes de tourisme. Suivons ici les propos empreints de satisfaction du ministre en charge de la culture et du tourisme, Oswald Omeki. Nous accueillons aujourd'hui une institution qui est la plus grande au monde dans son domaine. Nous accueillons la Smithsonian Institute qui existe depuis 1846, donc 172 ans, qui travaille dans plus de 150 pays et qui nous offre l'opportunité de collaborer pour révéler la richesse culturelle de notre pays, le Bénin. Je voudrais ici rendre hommage à nos compatriotes, Angélique Kidjo et Jimon Oussou, qui ont suggéré au gouvernement du Bénin de pouvoir rentrer en partenariat avec cette institution. Nous avons décidé au sein du gouvernement de nous faire accompagner par ceux qui sont qualifiés et qui ont une expertise mondiale. Parce que, comme nous le disons, notre ambition est grande et nous avons l'intention, dans la mise en œuvre de nos différents projets, de nous associer les services de ceux qui ont déjà fait leur preuve ailleurs et des meilleurs. La Smithsonian Institute organise depuis plus de 50 ans un festival. Festival qui est une occasion pour les pays invités de révéler la richesse de leur potentiel culturel. Le Bénin va être en 2019 l'invité d'honneur. Ce festival se déroule dans un endroit qui est une référence mondiale, le National Mall à Washington DC. Le Bénin pourra profiter de tout, que ce soit les danses, que ce soit les masques, que nos plasticiens, nos chanteurs, nos danseurs, nos chorégraphes, sur tous les aspects, nous allons pouvoir nous exprimer dans un festival où sont attendus au moins 1 million de visiteurs venus du monde entier.
Ils sont des leaders traditionnels, coutumiers religieux, élus locaux et meneurs de groupes sociaux des communes de Soava, Tofo et Zé ayant bénéficié des séances de plaidoyer individuel initiées par le réseau Wildaf Bénin du 14 au 16 mars 2018. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet mandat de Equality Now avec l'appui financier de Comic Relief. À l'issue de ces séances de plaidoyer individuel, ces leaders ont été livrés, ils ont livré une déclaration à propos. Voici, suivant ici, un extrait au micro de Cano François, Bédérinto et Fiac Voitan. Nous, leaders traditionnels, coutumiers, religieux, élus locaux et membres et meneurs de groupes sociaux des communes de Soava, Tofo et Zé, au profit desquels des séances de plaidoyer individuelles ont été organisées par le réseau Wildaf Bénin du 14 au 16 mars 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du projet mandat initié par Equality Now avec l'appui financier de Comic Relief, prenant appui sur l'état des lieux alarmant des pratiques traditionnelles néfastes au Bénin, dont l'une des manifestations est le mariage précoce. Considérant les conséquences dramatiques du mariage précoce, d'une part sur les victimes, les auteurs, co-auteurs et complices, puis d'autre part sur leurs familles, leur communauté, voire la nation tout entière, considérant que les conséquences directes et collatérales de la répression des actes de mariage précoce désagrègent des familles et sont à la base de conflits civils sociaux. Considérant l'adhésion du Bénin à plusieurs instruments juridiques sous-régionaux, régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de la fille et de la femme. Considérant le nombre insignifiant de structures de prise en charge des victimes du mariage précoce, considérant la méconnaissance des textes de loi et dispositions réglementaires réprimant cette pratique traditionnelle néfaste, exhortons nos pères leaders, hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, élèves filles et élèves garçons, instruits et non instruits, fonctionnaires et paysans, en somme, toutes les forces vives des communes de Zé, de Soava et de Tofo, à être réceptif aux différents messages d'information, d'éducation et de communication sur le mariage précoce et ses conséquences néfastes. Accepter ces messages d'information, d'éducation et de communication sur le mariage précoce et ses conséquences néfastes. Partager ces messages d'information, d'éducation et de communication sur le mariage précoce et ses conséquences néfastes dans leur environnement immédiat et partout où besoin est. Se convaincre de la nécessité de dénoncer et d'orienter tout cas avéré ou suspect de mariage précoce vers les structures habilitées à en connaître et à suivre ces cas pour, au besoin, s'en référer à une autre instance supérieure. Et tout ce, à l'effet d'induire le changement des mentalités et comportements favorables à l'abandon de la pratique du mariage précoce, qui est une infraction à graves conséquences sur le développement du Bénin.
Et l'Observatoire national des processus électoraux, NPE, a procédé en fin de semaine dernière à la restitution des résultats des dernières élections rectorales tenues à l'université d'Abomey-Calavi. L'événement s'est déroulé dans l'amphithéâtre Etisalat du campus en présence de plusieurs autorités et étudiants. Samson Oké et Damien Pedro pour le reportage. Faire le point du déroulement des dernières élections rectorales, c'est l'objectif de cet atelier de restitution des résultats de ce scrutin tenu à l'université d'Abomey-Calavi. Et pour planter le décor, le nouveau recteur élu à l'issue de ces élections est revenu sur l'ambiance qui a prévalu lors de la période de cette consultation électorale. Nous étions en période d'élection. Et pour ce qui est de la culture électorale du Bénin, cette période est caractérisée par un certain nombre de comportements. Mais je rappelle que nous sommes à l'université. Ici, c'est l'université. Et on ne peut pas vivre un processus comme celui-là de façon banale. L'université doit apporter son empreinte. Et nous avons eu le privilège pendant la période de recevoir une structure dont nous découvrions l'existence, l'ONPE. Cette première expérience de supervision des élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi a été conduite par l'Observatoire national des processus électoraux au NPE, une nouvelle structure étatique soutenue dans cette mission par les ministères de la Justice et de la législation d'une part et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'autre part. J'ai ouï dire que la campagne qui a précédé les deux tours de ces élections a été plus défiante que celle des 3 dernières élections. Et monsieur le recteur de l'université vient de le confirmer. Ce passé, s'il est vrai, confronté au contexte actuel où les différents protagonistes ont tourné la page, nous montre que les différentes institutions ont su éviter de s'affaiblir et ont contribué par leur expérience accumulée au renforcement d'une gestion démocratique de nos universités. C'est pour la première fois que des élections des recteurs et vice-recteurs de nos universités nationales ont bénéficié d'une mission d'observation externe. Cette mission d'observation conduite par l'Observatoire national des processus électoraux, ONPE, organe placé sous la tutelle du garde des Sceaux, a sans aucun doute apporté un supplément de crédibilité aux 4e élections du recteur et des vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi. La mission de l'Observatoire national des processus électoraux consiste à s'impliquer dans le suivi de tout processus électoral, à savoir élections politiques, professionnelles, corporatistes et associatives. Pour le compte de l'université d'Abomey-Calavi, l'Observatoire dit avoir connu un succès retentissant des élections au sein de la communauté universitaire. Nous avons pu quand même présenter le déroulement du scrutin. Est-ce que le scrutin s'est déroulé de façon régulière, suivant chacune des phases qui composent, n'est-ce pas, le cycle électoral, le processus électoral. Vous savez, dans chaque processus électoral, il y a, n'est-ce pas, des phases. Et ces phases, n'est-ce pas, sont ponctuées par un agenda. Et pour peu que vous ayez raté une phase, n'est-ce pas, d'un processus électoral, vous avez des difficultés pour le rattraper, n'est-ce pas, sur la prochaine phase. Ce qui implique une certaine vigilance de la part, n'est-ce pas, des acteurs qui conduisent, n'est-ce pas, ce processus. Donc, notre mission à ce niveau a été essentiellement une mission d'accompagnement. Un accompagnement processuel pour avoir, n'est-ce pas, pour un suivi de qualité. La mission de l'Observatoire est spécialement intervenue pendant le second tour des élections rectorales qui s'est tenu le mercredi 8 novembre 2017 au campus d'Abomey-Calavi. L'actualité hors du Bénin, au milieu de sa propriété aux environs du Cap. Marie Jacob s'inquiète. La sécheresse historique qui frappe la 2e ville d'Afrique du Sud a mis ses vignes au supplice et menace désormais de mettre en péril toute son activité. Reportage.
Le Cap traverse une sécheresse exceptionnelle depuis 3 ans, la pire depuis un siècle. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré et les habitants contraints à ne pas utiliser plus de 50 litres d'eau par jour et par personne. La région, célèbre pour ses vignes, a vu sa production de vin chuter de près de 20% en 12 mois. Eh bien, pour commencer, les raisins sont plus petits parce qu'ils contiennent moins d'eau. Certes, cela améliore la qualité dans une certaine mesure, mais ce n'est pas très durable de cultiver comme ça, parce que plus les raisins sont petits et moins votre rendement est élevé. On a donc une récolte plus petite et évidemment, quand on a une récolte plus petite, on a moins de vin à vendre. Le vin draine également son flot de touristes étrangers et avec lui ses 300 000 emplois induits. Alors, mieux vaut s'adapter et cela peut aller jusqu'à un changement profond dans la culture du raisin. Nous cherchons évidemment à obtenir des cépages de raisin capables de supporter la chaleur et la sécheresse. Les cépages espagnols sont très populaires, ainsi que les cépages italiens qui ne nécessitent pas autant d'eau. Je pense donc qu'il y aura un changement général, mais c'est très difficile parce que le marché ne connaît pas ou ne reconnaît pas vraiment ces vins. Les producteurs de fruits n'en sont pas moins inquiets. En 2016, la région fournissait à elle seule 20% du vin et 16% des jus de fruits consommés sur le continent africain. Dans une situation comme celle-ci, il est également très important de réduire les coûts. Parce que vous ne savez pas ce que l'année prochaine vous réserve. Donc il y aura un impact négatif sur l'utilisation de la main-d'œuvre. La menace d'une fermeture totale des robinets dans la région du Cap semble avoir été reportée à 2019. Mais contrairement aux particuliers, les professionnels avaient été jusqu'à présent épargnés par les limitations d'eau. La question que tout le monde se pose est jusqu'à quand ? Et puis en bref, Vladimir Poutine a été réélu dimanche pour un 4e mandat à la tête de la Russie, fort d'un score aux allures de raz-de-marée, toutefois marqué par les accusations de fraude de l'opposition. Avec un score dépassant son 16% selon des résultats encore partiels, il est conforté comme l'homme incontournable de son pays qu'il a replacé au premier rang sur la scène internationale au prix d'un climat de guerre froide. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.